Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo pour parler de la course sprint qui s'est déroulée cet après-midi au Mugello. Pas mal de choses à dire, même si la course finalement était plutôt calme. Nous n'avons pas eu grand-chose pour une course sprint, mais il y a quand même des chutes très importantes, des points très importants à souligner, des records qui tombent, des rookies sur le podium, pas mal de choses à dire, le retour d'un pilote inattendu. Donc voilà, on va se lancer dans cette analyse de cette course sprint et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous avons les pronostics pour les trois catégories. Si vous voulez faire des petits pronostics, je donne mon avis à la fin de la vidéo. Je vous invite à aller voir ça. En tout cas, c'est parti pour analyser tout ça. Comme d'habitude, avant même de revenir sur la course sprint, nous allons parler des différents événements importants qui ont eu lieu pendant les séances de qualification, mais aussi pendant la practice. Eh bien, Marc Marquez est en Q2. Marc Marquez est même plus qu'en Q2 parce que Marc Marquez, demain, sera en première ligne sur cette grille de départ. Donc voilà, ça c'est un très bon point positif. Je voulais le dire, ça faisait déjà 2 week-ends consécutifs qu'il n'était plus passé en Q2. Il est de retour, Marc Marquez, et il est de retour. De quelle manière? Mais on parle de ça juste après. D'autres personnes qui m'ont impressionné, Gaz. Oui, via Pedro Acosta, qui a dominé toutes les KTM sur tout le long du week-end et ça a même continué pendant la course sprint, mais on y revient après. Et surtout, Trackhouse et Yamaha. Trackhouse et Yamaha ont fait du super travail pendant les séances d'essai, pendant les séances de qualification, avec un Miguel Oliveira très performant dès le vendredi, avec un Raúl Fernandez qui se sort de la Q1, avec un Alex Rins très performant dès le vendredi. Et Quartararo, malheureusement, c'est le seul pilote qui n'a pas réussi à passer en Q2, mais pour autant, il est très bon, très rapide. Alors, le point fort de Yamaha, c'était qu'ils étaient déjà là quelques semaines auparavant pour des tests privés au Mugello. Donc, ils avaient déjà pu travailler la moto sur ce circuit en particulier avec le nouveau package, des réglages spécifiques. Donc là, c'était vraiment du bonus. Ils étaient vraiment là pour peaufiner les derniers détails et on voit que la Yamaha, quand elle est bien travaillée, elle peut aller chercher un peu de performance, même si ça m'amène à la course sprint. Ça a été plutôt décevant pour les deux écuries, que ce soit Trackhouse avec un Fernandez qui ne va pas réussir à marquer de points ou avec Alex Rins qui fait encore une fois un mauvais départ et donc il plonge au fond de la grille dès le début. Et malheureusement, on a eu un remake de GRS 2023 avec Oliveira Quartararo. Bon, cette fois-ci, c'était Oliveira à l'intérieur. Pas de pénalité sur cette chute, enfin sur cette double chute. Pourquoi pas? Ok, ça passe, mais alors je ne comprends pas si là il n'y a pas de pénalité. Il y a énormément de pénalités qui ont été mises avant que je ne comprends absolument pas. Je suis un grand fan d'Oliveira, donc le voir tomber, ça ne m'arrange pas. Aucun point, ça ne m'arrange pas, alors qu'il était super bien placé le vendredi matin. La Q2 n'était pas forcément super bien réussie. Et là, pendant la course sprint, c'est une chute. Mais bon, c'est quand même de la faute d'Oliveira pour moi. Ça méritait, je sais pas, peut-être un long lap pour demain ou 3 places de pénalité si je me base sur les pénalités qui ont été données auparavant. Si je me base sur mon propre avis, bon, pourquoi pas? On est à la limite, franchement, c'est limite parce que on voit qu'il n'y a plus vraiment de contrôle. Hein. Il plonge vraiment dans ce freinage en fait en descente. On a vu pas mal de chutes comme Marc Marquez par exemple en séance de qualification, où on a vu d'autres pilotes chuter à cet endroit-là. On voit que c'est vraiment très difficile parce que c'est une descente et donc c'est très facile de venir perdre l'avant. Et en plus là, Oliveira retarde son freinage. Il plonge un peu hors trajectoire à l'intérieur, quasiment sur le vibreur en faisant le forcing sur Quartararo. C'est totalement sa faute. La pénalité, bon, ok, pourquoi pas. On va passer à autre chose. Mais voilà, premier incident, Oliveira fautif. Très clairement, c'est dommage pour Quartararo et Oliveira qui étaient pas très bien positionnés. C'est pareil pour eux deux, le départ n'était pas fantastique. Mais pour demain, on espère de meilleures choses de leur part, que ce soit Trackhouse ou Yamaha. Il y a du potentiel, on peut aller chercher de bons points, voire même un top 10. Cet incident m'emmène sur le deuxième incident de cette course, Bastianini, Martin. Alors là, par contre, c'est un incident d'un tout autre niveau. On parle du leader du championnat du monde face à son rival pour le poste de chez Ducati officiel, pour son rival aussi au championnat du monde. Enfin bref, ça c'est un accident dramatique. Là, c'est quasiment la même chose que Bagnaia Marquez à Portimao. On a un Bastianini un petit peu large qui vient faire un freinage ultra tardif, un peu dans l'hésitation limite. On voyait un Bastianini, on savait pas trop ce qu'il faisait, on savait pas s'il allait y aller. Ça s'est décidé à la dernière seconde un petit peu. Il a tiré un peu tout droit en emmenant Martin.
Et donc forcément, après, ils veulent tous les deux revenir sur l'intérieur du virage, sur la trajectoire idéale, et ils se croisent. Bon, si on doit trouver un fautif, c'est Martin plus que Bastianini, je pense, parce qu'il est derrière et il sait ce que va faire Bastianini, donc il aurait peut-être pu appuyer un peu sur le frein arrière, je ne sais pas, pour encore plus aller vers l'intérieur et arrêter un petit peu la moto avant le contact. Mais bon, Bastianini n'est pas non plus sans faute. Il savait qu'il y avait Martin qui était juste là et il venait de le doubler, de l'emmener un petit peu à l'extérieur. Donc Bastianini aurait pu prendre aussi cette marge de sécurité. Mais là, c'est surtout coûteux pour Enea Bastianini qui allait enfin être sur un podium en course sprint. Et je me régalais franchement de voir Bastianini performant en course sprint. Il était deuxième à ce moment-là. Et malheureusement, voilà, il vient partir à la faute. Ce qui m'amène encore une fois à un autre crash, celui de Jorge Martin. Pareil, à San Donato, mais cette fois-ci au début du virage. Je pense qu'il était en manque de rythme, il était en train de pousser un petit peu. Quand on le voit tomber, il arrive très très fort à l'entrée de San Donato. On le voit un peu couper même vers l'intérieur. Et bon, franchement, le guidon, il vient croiser tout simplement. Une chute assez banale dans ce virage. Donc voilà, chute de Jorge Martin. Et cette chute n'est pas sans conséquence. Premièrement, par rapport au nombre de points au championnat, il prend un 12-0 par Bagnaia, il prend un 9-0 par Marquez, il prend un 7-0 par Pedro Acosta. Donc ça, c'est important de le souligner. Mais surtout, Martin met fin à une série exceptionnelle depuis l'année dernière. Portimao, il a toujours été dans les points. Il a toujours fini les courses sprint. Ça veut dire qu'en 1 an et demi, depuis la création du format sprint, Jorge Martin avait toujours fini dans les points sur ce type de course. Et c'est la première fois ici au Mugello sur les terres de Ducati que Martin vient abandonner et ne prendre aucun point. C'est assez fou. C'est assez fou de se dire ça, que ça fait 1 an et demi qu'il a toujours été dans les points, dans les 9 premiers sur cette course. Et là, malheureusement, c'est fini. Est-ce un tournant dans le championnat du monde? Est-ce un tournant dans la saison? Je ne sais pas, mais c'est vrai que cette chute, elle me rappelle un peu Jerez. J'ai l'impression que là, c'était un petit manque de maturité, un petit manque d'attente, un petit manque de patience de la part de Martin qui essayait vraiment de pousser, qui arrivait très très fort là dans San Donato et qui part à la faute malheureusement. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. On peut souligner la très bonne performance de son coéquipier Franco Morbidelli, 4e. Voilà, super Q1, bonne Q2, très très bonne course sprint avec un départ assez moyen, même comme celui de Marquez, comme celui de Pedro Acosta. Brad Binder a fait un giga départ. De toute manière, les KTM et les Ducati se battent pour avoir le meilleur départ, mais les KTM sont clairement les meilleurs sur ce domaine et on voit les Aprilia et les Yamaha qui galèrent derrière et les Honda, mais les Honda c'est encore un groupe à part qui sont en train de se battre avec les Moto 2. Ça c'est une autre question. Et voilà. Juste avant de passer au pronostic, je vais parler de Pedro Acosta, bien sûr. Alors déjà, premièrement, avant de parler de Pedro Acosta, je vais parler de tous ceux qui sont sur le podium. Francesco Bagnaia, rien à dire. Franchement, mis à part la qualification où j'étais un petit peu, un Martin énormissime sur un tour. Mais mis à part pour cette qualif où j'ai été un petit peu déçu, je vais pas dire déçu, mais surpris de la non-pole position de Francesco Bagnaia qui me paraissait pourtant évidente au début du week-end. Eh bien finalement, Martin nous sort un tour exceptionnel. C'est son domaine aussi, c'est un petit peu plus son domaine que Bagnaia, mais bon, Bagnaia course sprint ultra bien géré, avec Marquez on a vu qu'il savait tenir la distance, il était sur un bon rythme, pas de pression, c'est pas parce qu'il est tombé la semaine dernière qu'il allait le refaire, et franchement, un Bagnaia qui gérait du début à la fin. Marc Marquez c'est pareil, plutôt bien qualifié, il finit encore une fois deuxième, comme quoi qu'il parte 14e ou 4e, c'est le même résultat. Donc c'est un peu bizarre, voilà. On attend encore cette victoire, mais ça fait son 6e podium consécutif, sprint plus course principale. Donc voilà, on est sur une très bonne série. On a un Marc Marquez qui est en train de nous faire une roi de mire là peut-être. On ne sait pas, peut-être qu'il sera champion du monde sans gagner une seule course. Et Pedro Acosta, 3e podium en course sprint. Merci Monsieur Acosta qui signe chez KTM en 2025. Site officiel, Pedro Acosta sera chez KTM officiel en 2025. Le t-shirt est déjà prêt. Je t'attends de pied ferme. Je suis tellement content de cette annonce, mais on en reparlera peut-être la semaine prochaine dans le BRK. En tout cas, on passe au pronostic, mais encore une fois, un grand bravo au pilote Gaz qui malheureusement ne sera pas le plus jeune poleman de l'histoire car c'était sa dernière chance ici au Mugello. Il peut encore se rattraper pour être le plus jeune vainqueur avant la fin du week-end au Sachsenring. Mais voilà, il va falloir faire un petit peu plus vite et vous allez le voir, je ne suis pas hyper confiant pour ce record, mais tout de même.
Concernant les pronostics, je vais parler de la Moto 3. Et alors en Moto 3, depuis le début du week-end, je ne vois que des belles choses de la part de David Alonso. Donc voilà, David Alonso victorieux ici au Mugello en super tour qualif où, de mon point de vue, il humilie un petit peu Ivan Ortola. Voilà, c'est un peu une humiliation. Ivan Ortola ne fait que de le suivre et pourtant, David Alonso explose les records. Donc voilà, David Alonso vainqueur en Moto 3. En Moto 2, ça se bat un petit peu entre Roberts et Garcia. Alors, je mettrais plus Garcia personnellement, mais Roberts, on sait de quoi il est capable sur ce circuit, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne à gagner. Moi, personnellement, je pose Sergio Garcia. Et en MotoGP, le podium, c'est très très simple. Victoire de Francesco Bagnaia, je n'ai aucun doute là-dessus. Deuxième place de Marc Marquez, j'ai presque aucun doute là-dessus, même si j'ai l'impression qu'il peut aller chercher Bagnaia. Il lui faudrait un très très bon départ, mais victoire de Bagnaia, deuxième Marquez, et alors en troisième, j'hésite entre trois pilotes, Bastianini, Martin, Acosta. C'est très simple, je ne sais pas qui mettre. Je mettrais personnellement Pedro Acosta. Voilà. Pedro Acosta parce qu'il a récupéré des données sur la course sprint. Il a l'air en plutôt bonne forme. Il est très très bon sur le Mugello. Donc voilà, Pedro Acosta troisième, quatrième Bastianini, cinquième Martin. Donc voilà pour mon classement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi ce que vous avez pensé de cette course sprint. Peut-être que j'ai oublié un élément important, peut-être que j'ai oublié de parler des Honda ou de l'abandon droit de mire, mais est-ce que ça intéresse quelqu'un? Les pilotes qui finissent à 50 secondes des autres sur une course sprint? Je ne sais pas. En tout cas, salut et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du week-end du Mugello. Je vous attends nombreux. C'est pas un événement, mais je vous attends nombreux quand même.